Baila cuando la mai, suja escucha mi vida. Africa Fiesta, yo son el Congo. La République démocratique du Congo est un des derniers poumons verts de notre planète. Les forêts du bassin du fleuve Congo sont très riches en arbres, animaux et connaissent une biodiversité énorme. On trouve ici les animaux rares comme le gorille et l'okapi. À cause de la guerre, le climat socio-économique instable et à cause du fait que le bassin du fleuve étant fait un grand marais où des exploitants du bois n'ont pas accès facile, les forêts sont presque intouchées. Plusieurs compagnies forestières exploitent des forêts dans le pays. Mais c'est le sous-développement du pays qui cause les plus grands problèmes. Les 60 millions de citoyens du pays dépendent largement sur les charbons de bois pour cuisiner, pour faire des champs. Les paysans brûlent la forêt et l'absence d'une administration organisée ouvre la porte pour des exploitants de bois illégaux et le braconnage. À l'intérieur du pays, la population locale dépend pour une partie sur la consommation de la viande bicanée pour se procurer assez de protéines. Pendant la période coloniale, de milliers d'hectares de bois étaient coupés dans le pays, surtout au Bas-Congo. Ici, les forêts étaient près des grands ports maritimes. La réserve de Luki se trouve dans la forêt de Mayombe et est une des dernières forêts presque intactes dans la région. C'est pour cela que la WWF a décidé en 2004 de s'y investir. Laurent Senga est conseiller pour l'organisation pour remettre de l'ordre dans la gestion de la réserve. C'est d'abord une station de recherche forestière créée en 1937 par l'INIAC à l'époque. Et l'objectif premier de cette station était la recherche forestière. Et dans les années 80, Luki est devenu une réserve de biosphère. Et la gestion a été transférée au programme MAB. Donc actuellement, il y a le programme MAB qui est ici, il y a aussi l'INERA qui sont là, comme les deux structures officielles qui sont là. Mais tout ce que vous voyez comme infrastructure, c'était mis en place depuis l'époque coloniale par l'INIAC, l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique du Congo. En fait, WWF est ici à la demande de la coopération belge. C'est comme ça que d'abord on a pu faire des études pour comprendre les contextes et aussi pour voir si ça valait encore la peine de préserver cette forêt. Et c'est pour ça qu'on a fait l'étude de biodiversité. Mais quand on a fait cette étude, on a eu des assurances que ça valait la peine. D'abord le site, c'est un site qui détient encore des parcelles de recherche sur la foresterie tropicale avec les systèmes d'uniformisation par les bas, d'uniformisation par les hauts, avec les systèmes sylvo-bananiers, donc et la présence des grands singes et aussi la présence de la population dans les enclaves villageoises. C'est autant d'atouts qui ont fait que nous puissions dire « ok, ça vaut la peine », c'est comme ça qu'on s'est investi, on a commencé à travailler. La WWF s'est doutée si ça valait encore la peine de s'investir dans la réserve. Presque tous les animaux avaient été braconnés, la population locale coupait illégalement le bois. La gestion de la réserve par les autorités locales était une vraie catastrophe. Mais en 2004, l'organisation a quand même démarré ses activités dans la région. Depuis 2004, le premier financement que nous avons reçu, c'est le financement de la coopération belge au développement, qui a amené d'abord le premier projet, qui a commencé en 2004 et qui s'est terminé en décembre 2008. À partir de janvier 2008, l'Union européenne finance un autre programme d'appui à la sécurité alimentaire autour de la réserve ici. Et c'est un programme qui est exécuté par WWF en collaboration avec 4 ONG. Au Congo, chaque début est difficile, mais pour mieux structurer le travail, la WWF s'est concentrée sur 3 fonctions à Luki. Partant du concept de réserve de biosphère, le concept de réserve de biosphère a 3 zones et 3 fonctions. On a la fonction de conservation qui se fait dans la zone centrale, on a la fonction de rééducation et recherche qui se fait dans la zone tampon, éventuellement aussi dans la zone centrale, mais la fonction de développement qui se fait dans la zone de transition. Donc partant de ces concepts, nos activités sont aussi orientées à ces 3 niveaux. Pour convaincre les gens de ne plus entrer dans les parcs, pour couper le bois de charbon et pour chasser, la WWF devrait penser aux alternatives
car la population aura toujours besoin de bois pour cuisiner et pour se chauffer. Pour cela, la WWF a essayé de stimuler la reforestation, la pisciculture et la production de miel, sur base d'un plan qui existait déjà, avec des petites fermes modèles. Dans les parages de la réserve de Louki, la WWF a choisi quelques paysans pour faire des fermes pilotes. Une bonne partie du travail de Laurent consiste alors à encadrer ces gens. Ah, Aigle, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien. Ça marche? Ça marche, oui. Aujourd'hui, visite Joachim, qui gère une petite ferme pareille. Dans le système agroforestier, nous avons élaboré un schéma type de ferme modèle. Pourquoi ferme modèle? Parce qu'ici, c'est toujours l'agriculture itinérante sur brûlis. Chaque année, les gens vont dans la forêt, ils défrichent de nouvelles terres. Donc, on perd chaque année de nouvelles terres. L'idée ici, c'est d'arriver à sédentariser les paysans. On regroupe des activités dans un système de production intégré et durable. Par exemple, ici, les schémas, vous voyez, il y a le fermier qui est là avec son habitation. Et à côté de son habitation, il développe l'élevage. On a là-bas l'élevage de chèvres, de lapins, de poules. Et devant lui, il a planté donc un périmètre maraîcher où il fait le maraîchage. Et à côté, il a des étangs qu'il fait de façon intégrée avec l'élevage des canards. Alors ici, c'est mon étang piscicole. Et de l'autre côté aussi, là, c'est la canardière. La canardière, il y a des canards ici. C'est aussi un appui de WWF. J'ai commencé par un appui de WWF. Il nous a appuyés en formation. Nous avons reçu une formation. Nous avons reçu aussi des géniteurs. C'est cette canardière aussi. Ici, il a des activités de bois de chauffage. Donc, il fait un bloc où il fait les reboisements pour la fabrication de charbon. Et ici, il a un périmètre pour l'agriculture, donc les cultures vivrières. Ici, il y a la rizipisculture. Donc, on fait la culture de riz. En même temps, nous pouvons mettre le riz et le poisson aussi. C'est ainsi qu'avec l'appui de WWF toujours, il nous a envoyé un technicien qui a fait une pépinière pour nous et nous sommes allés retirer des plantules. Comme WWF, il est aussi pour la forêt, c'est plus pour la forêt. Hein? Ouais. Alors j'ai déjà mon petit verger ici, il y a les orangers, les avocatiers, le safoutier. Voilà, j'ai aussi ma petite porcherie ici que je viens de démarrer parce que la maison là que vous voyez, c'était une porcherie. C'était une porcherie que j'ai dû changer comme des chambres et mon petit bureau. Ouais. Ouais, alors je suis en train de me réorganiser pour mettre encore une autre porcherie ici. Avec ce système ici, ça empêche les gens d'aller toujours à la forêt pour retirer de quoi survivre. Donc voilà à peu près pourquoi nous avons mis en place ces schémas types. John collabore avec la WWF depuis longtemps et dans sa ferme modèle, il reçoit des visiteurs pour leur montrer les systèmes que la WWF a essayé d'introduire dans la région. Bon, ici, on est à l'atelier de fabrication de matériel, parce que dans l'apiculture, il faut produire du matériel pour les apiculteurs. Ça sont des enfumoirs. Il y a un enfumoir qui est opérationnel, il y a un enfumoir qui est presque fini, hein, et puis il y a un qui débute. On commence à monter cet enfumoir. Voilà un enfumoir qui est déjà opérationnel. On y met juste quand on fait la moambe, les déchets là qu'on jette, on fait sécher ça, c'est ça ici. Oui, on fait sécher ça et puis alors on met un peu de braise et on enfonce ces déchets là. Et c'est ça qui va produire de la fumée. Et la fumée, c'est ça qui est nécessaire pour calmer les abeilles. Maintenant, ça passe très bien. Et les gens maintenant cherchent vraiment à apprendre l'apiculture. Parce que c'est une des activités qui rapporte quand même assez de bénéfices à celui qui le pratique. Comme son collègue Joachim, John a aussi quelques étangs dans lesquels il fait grandir des tilapias.
La WWF lui donne un coup de main avec de la nourriture des poissons. Sur 8 mois, souvent, on a autour de 50 kg de tilapia. Alors ça nous permet d'avoir à varier notre régime alimentaire parce qu'en fait, on vise aussi le bénéfice, mais souvent aussi on donne l'occasion aux fermiers d'avoir des protéines animales sur place, quoi. Et avec les bénéfices que je peux tirer de mon activité et les appuis qu'on reçoit, je peux payer une télé, un groupe électrogène qui alimente ça. J'ai même un petit ordinateur que je peux acheter. Avec ça, bon, je sais travailler même la nuit et faire un peu le rapport. Dans le cadre de la protection de la réserve, la WWF habille et encadre des éco-gardes qui surveillent le bien-être des plantes, des arbres et des animaux dans la réserve. On suit une patrouille de gardes dans la réserve qui ont été informés de la présence d'un four de charbon illégal dans les parcs. Maintenant, nous nous retrouvons devant un meule, un four de carbonisation. Une opération parmi lesquelles qui détruit réellement la forêt. Parce que parmi les opérations détruites de la forêt, nous avons la carbonisation et l'agriculture sur brûlis. Et la carbonisation est plus à éviter parce que, quant à elle, c'est une éclaircie par les bas. On détruit tout ce qui est sous les sites. D'abord, avant l'arrivée des WWF, c'était de la jungle ici. C'était la seule opération où jamais, à travers laquelle les gens gagnaient de l'argent. Les gens ont compris, pour eux, ils avaient compris que c'est la seule opération génératrice de recettes. Pour bien vivre, il faut être un carbonisateur. Au début, c'était difficile. Maintenant, l'opération est facile parce que les informations que nous avons, de part et d'autre, c'est à travers la population elle-même. Et les gens qui font ça, ce ne sont pas les autochtones. Ce sont les gens qui viennent d'ailleurs. Des immigrés, soi-disant. Ils quittent chez lui, ils viennent pour détruire la forêt des autres. Alors maintenant que les ayants droit étant eux-mêmes ayant compris que non, leur forêt est en train d'être dévastée, et après quoi de temps, ce sont eux qui seront déclarés de perdants. Ils commencent déjà à dévoiler toutes les bévues qui se produisent au niveau à travers la réserve. Voilà, c'est ça la sortie de la flamme et c'est fini. Un autre élément qui est très important dans l'approche de la WWF est l'aspect éducatif et scientifique. La réserve est située dans une des plus anciennes forêts du pays et depuis des années, plusieurs recherches ont été réalisées sur ce terrain. L'organisation finance aussi des écoles dans les parages et reçoit régulièrement des scientifiques qui viennent faire des recherches sur le terrain. Wannes est un jeune scientifique belge qui effectue des recherches dans la réserve pour son doctorat. Sur place, les chercheurs peuvent utiliser un labo et la WWF les appuie logistiquement. Le WWF a organisé la maison de résidence ici. Ils ont organisé les gens de l'INRA pour qu'ils savent travailler avec nous. Et ils ont donné aussi un appui financier aux étudiants belges qui viennent ici pour faire leur thèse de master. Le jour suivant, on retrouve des élèves d'un village voisin qui visitent la réserve. Pour accueillir les visiteurs, la WWF a construit un chemin écologique à travers la réserve. Les visites sont guidées par des spécialistes. La présence de Benguedel dans une forêt, ça dit qu'avant 2 ou 3 000 ans, c'était d'abord une savane. Donc c'est une essence pionnière. Vous comprenez? Oui. On fait ça parce que les enfants, la plupart des enfants qui n'aiment pas l'école, soit qui quittent l'école pour certaines raisons, se versent directement à la carbonisation. Donc ils ne connaissent pas l'importance des arbres. Alors, à l'arrivée des WWF, comme c'est le plus grand projet de la conservation de la nature dans le monde, il a préféré impliquer les enfants à la conservation. Mais avant qu'ils soient vraiment intéressés à la conservation, ils doivent d'abord connaître l'importance de ce qu'ils peuvent conserver pour soit protégés. C'est pourquoi on a amené les enfants, bien qu'ils se trouvent dans un milieu où il n'y a pas tellement une forêt comme celle-ci. C'est pourquoi on les a amenés ici pour qu'ils voient quand même qu'à part ce qu'ils ont déjà vu,
il y a beaucoup d'autres essences qui sont vraiment très utiles pour leur vie. C'est pourquoi il disait que l'arbre c'est la vie, l'arbre c'est l'ami fidèle, c'est leur ami fidèle. C'est ça. La WWF n'a pas encore pu trouver assez de moyens pour pouvoir continuer ses activités dans la réserve. Un bon follow-up est plus que nécessaire pour pouvoir consolider les résultats déjà obtenus. Et pour cela, le gouvernement central ainsi que les autorités locales doivent se mettre d'accord avec la population locale pour mieux gérer la réserve. On a besoin encore, de façon générale, de pouvoir consolider l'expérience ici à Luki. Et pour ça, parce que nous, on travaille dans un projet. On travaille dans un projet qui devra certainement se terminer. Donc, on a encore besoin que d'autres partenaires se joignent à nous pour prendre la relève. L'idée, c'est de prendre l'expérience de Luki, capitaliser ça dans les autres aires protégées du Congo et pourquoi pas les autres aires protégées de l'Afrique centrale. L'administration au Congo est un moulin qui tourne très lentement. Et pour mieux protéger des réserves comme celle de Luki, la WWF insiste déjà longtemps de décentraliser les pouvoirs et de donner plus d'autonomie aux administrations locales et aux populations locales. C'est une très bonne chose que le gouvernement congolais commence à comprendre cela. La complexité des problèmes sont telles qu'on ne peut pas ne pas accepter le principe d'une décentralisation et d'une gestion sur le site même des projets. Le plus important pour nous, c'est que l'environnement, les ressources naturelles soient préservées. Les méthodes de mise en œuvre de cette préservation doivent être pragmatiques, et nous sommes pragmatiques. Donc s'il faut un comité de pilotage totalement autonome, mais qui a la possibilité d'informer et qui informe, il n'y a aucune objection pour nous par rapport à une telle attitude. Mais nous souhaitons être informés et anticiper même dans l'information pour que ce soit une gestion partagée. C'est la pauvreté qui est l'ennemi de la biodiversité, c'est la misère qui est l'ennemi de la forêt. Et donc, tant qu'un projet peut servir à changer le cours des choses pour les populations qui vivent dans le site, nous ne pouvons que l'encourager.